Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast du magazine Programmé. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une petite société, hein, toute petite, hein, que personne ne connaît ou presque, euh, qui s'appelle Nvidia. Voilà, donc sans doute que vous en avez un petit peu entendu parler. Et il s'est tenu, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, une grande conférence technique, une conférence développeur autour de toutes les nouveautés du constructeur, alors que ce soit au niveau du matériel, mais aussi du logiciel. Et pour faire ce débrief, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour François, enchanté. Je te laisse te présenter en quelques secondes et après, on entame un petit peu ce petit débrief ensemble. Très bien, donc moi je suis Solution Architect, je suis en charge d'une équipe en Europe qui s'adresse notamment sur les marchés du retail, du media entertainment et de tout ce qui est service public et donc l'utilisation de la plateforme Nvidia dans ces domaines-là. D'accord, très très bien. Alors, comme chaque année se tient les grandes conférences du printemps, Nvidia ne fait pas exception. Quel est un petit peu l'objectif de cette grande conférence? Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les contours? Alors généralement, l'objectif de la conférence GTC, c'est pour notre PDG Jensen Huang, un des fondateurs de Nvidia, de lancer les nouvelles architectures, les nouveaux produits, les nouvelles plateformes dans tout un grand nombre de domaines. Et donc cette année, ça a été notamment l'occasion d'annoncer notre nouvelle plateforme GPU, notre nouvelle architecture GPU qui s'appelle Blackwell, qui sera intégrée dans différents produits, et également quelques produits logiciels comme les NIMS ou une nouvelle plateforme aussi pour la robotique. D'accord. Alors, effectivement, alors tu mets le plat tout de suite dans la nouvelle architecture, donc à Blackwell. Alors, quand on regarde un petit peu les specs, c'est quand même assez monstrueux quand même. Alors, ce qui est appelé sur les slides la super chip IA, donc qui contient quand même. Alors, attends, si je me trompe pas. Alors, je regarde parce que j'ai des problèmes de vue en ce moment. 208 milliards de transistors. Ouais. En Voilà, effet. bon, c'est tout petit, hein, effectivement. Une seconde génération du moteur de transformation, donc après, c'est pour tous les Tensor Core. Cinquième génération pour, côté NVLink. Voilà, et avec une montée en échelle jusqu'à 576 GPU. Voilà, j'en passais des meilleurs. Après, on va parler d'un moteur de décompression, de la sécurité basée sur de l'IA. Donc, on va dire que c'est quand même de la grosse machine, quoi. En fait, c'est une grosse bête. Exactement. En fait, donc déjà, les 208 milliards de transistors, en fait, on a utilisé un processus spécifique chez TSMC qui permet en fait d'associer ensemble deux die avec un bus d'interconnexion extrêmement rapide et de le voir finalement sous la forme d'une seule Ouais, chip, d'un seul GPU. d'accord. Donc c'est pas du chiplet, c'est vraiment un seul GPU qui est programmable. Donc ça déjà Mhm. c'est une belle innovation. Et oui, en effet, on a en plus amélioré nos Transformer Engine qui permettent d'accélérer donc les différents parties d'IA dans les modèles à base de Transformer qu'on retrouve dans les très grands modèles de langage actuellement. D'accord. Au niveau du NVLink, on a doublé la bande passante. Et également, en fait, on permet maintenant de vraiment sortir du nœud et de s'adresser vraiment au rack, Mhm. voire au-delà, en Ouais, permettant un domaine NVLink de 500 jusqu'à 576 GPU, donc ça devient assez monstrueux, sachant que le NVLink, là, à ce niveau-là, va être à 1,8 Teraoctets par seconde bidirectionnel. Et donc, ça permet vraiment d'accélérer tout ce qui est communication collective qu'on retrouve dans les grands Mhm. modèles notamment. D'accord. Alors, j'ai vu que deux produits étaient déjà annoncés, donc le B100 et le B200. Il y a des différences très fortes entre les deux approches? Alors, on a même, je veux dire, 3 produits qui ont été annoncés. On a donc le B100 et le B200. Mhm. Le B100, l'avantage, c'est que ça va être un GPU qui a la même consommation énergétique
que le H100, donc qui pourra remplacer assez facilement dans les systèmes, si nos partenaires intégrateurs le proposent, en fait, la plateforme H100. Le B200, oui, va être celui qui va amener plus encore de performance, donc aller jusqu'à 1000 watts par GPU, et qui va avoir la même architecture qu'un système aujourd'hui classique, donc ce qu'on va appeler nous HGX, l'architecture HGX, c'est-à-dire qu'on va avoir les 8 GPU sur la board qui vont être interconnectés avec un NVLink NVSwitch directement sur la board, intégré au serveur. Et enfin, on a une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme que l'on met aussi à disposition, qui va être le GB200 NVL72. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être carrément un rack avec des nœuds Grace Blackwell, où on aura un CPU Grace et 2 GPU Blackwell 200, liquid cooled. Donc là, on va même pousser au niveau énergétique à 1200 watts par GPU. Et le tout dans le rack interconnecté en NVSwitch. Donc on va avoir 36 Grace CPU dans ce rack, 72 Blackwell également, et donc toute la partie NVLink, NVSwitch directement dans le rack. Donc tout ça dans un rack, ça va être assez impressionnant au niveau performance, et donc ça va s'adresser à ceux qui font à la fois de l'entraînement, de l'inférence. Voilà, c'est assez puissant. Ouais, donc en fait, la rumeur qui disait que vous allez sortir une GPU qui allait dépasser les 1000 watts, en fait, ça se concrétise, quoi, en fait. Exactement. Dans le GB200, en fait, on pousse avec grâce au water cooling, grâce au direct liquid cooling, on peut pousser le GPU jusqu'à 1200 watts. Le B200. D'accord. Et comment aujourd'hui on peut expliquer une sorte d'inflation au niveau de la consommation? Parce que 1200 watts, ça paraît quand même assez monstrueux. Alors, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accélération. On s'attache à accélérer les workloads, les applications. L'architecture nous permet d'aller encore plus vite pour amener plus de performance, donc plus d'accélération. Alors, oui, à un instant T, si on regarde la consommation électrique, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais si, par exemple, en doublant la consommation électrique, ou presque d'une génération à l'autre, mais on permet d'avoir des facteurs d'accélération de 4 fois sur l'entraînement et voire jusqu'à 30 fois en inférence, cette augmentation électrique, finalement, entre guillemets, elle est anecdotique. Parce que derrière, la quantité d'énergie qui sera nécessaire pour arriver à la solution, pour arriver à la réponse du calcul, va être tellement plus rapide qu'on aura consommé beaucoup moins d'énergie. Oui, en fait, vous suivez un petit peu les idées de densification que l'on voit dans les baies aujourd'hui des data centers, en fait. Exactement, en fait. On essaye vraiment, en fait, d'optimiser, d'accélérer les applications dans le data center. Et pour ça, on s'intéresse vraiment à l'architecture de bout en bout. Donc, c'est pas seulement le GPU, c'est pas seulement le nœud, c'est vraiment à l'échelle du data center, on essaye d'accélérer les applications. Des exemples, c'est que dans nos librairies, par exemple, donc si on fait de l'IA, on va avoir énormément de communication collective, parce qu'il va y avoir des échanges de gradients et d'informations entre les GPU. Donc, voilà pourquoi déjà on a créé le NVLink. Et donc là, on va jusqu'à optimiser des librairies, notamment une qu'on a lancée il y a quelques années qui s'appelle NCCL, Nickel, qui permet en fait d'accélérer les communications collectives. Et avec des choses comme Sharp en plus, on peut même faire des opérations au sein même des switches InfiniBand. Donc les opérations de réduction vont avoir lieu directement au sein des switches. Donc on va vraiment optimiser de bout en bout en utilisant au maximum le hardware qu'on a à disposition et à tous les niveaux. Alors je présume qu'un des défis de ce genre d'architecture vraiment très très haute performance, c'est les interconnexions et la bande passante que l'on a derrière, ainsi que la latence en fait. Et comment aujourd'hui on arrive à minimiser la latence et vraiment optimiser la bande passante? Nous, ça passe par un grand nombre d'innovations. Donc, comme je disais, on a fait le NVLink pour ça au départ. Donc, accélérer et réduire augmenter les bandes passantes, réduire les latences au sein du nœud. Maintenant, on le sort du nœud, on le met à l'échelle du rack, voire au-delà, parce que si on passe vraiment à 576
GPU dans le domaine NVLink, ça me fait un certain nombre de racks quand même à connecter ensemble. Mais aussi, on le fait avec nos technologies réseau, que ce soit InfiniBand ou Ethernet. Là, on a également annoncé à GTC notre nouvelle génération de switch, le Spectrum X800 et le Phantom X800, qui vont être les switches de prochaine génération, avec des bandes passantes jusqu'à 800 gigabits seconde, pour interconnecter donc les systèmes entre eux. Ah, de toute façon, le 800, c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Parce que Oui, je n'ai pas exactement. encore vu du 1000, 1200, ça, je n'ai pas encore vu a priori. Mais... Non, pour l'instant, c'est vrai que le 800, c'est et encore, quand on dit c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est vraiment c'est ce qui arrive vraiment là sur le marché. Donc c'est encore tout frais et nous, je pense que ça arrivera très prochainement dans cette nouvelle génération de Switch. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va rappeler que aujourd'hui, on est plutôt en bande passante en 400 gigabits seconde, et il n'est pas 800, et encore en 400, les constructeurs, ils commencent vraiment à généraliser ça, mais ça reste encore un petit peu lent, on va dire. Alors, c'est vrai que ces 400, aujourd'hui, c'est ce qui se fait vraiment, même nous, c'est ce qui se fait en production. Dans nos architectures de référence, par exemple le DGX SuperPod, qui interconnecte actuellement les DGX H100 avec les switch Quantum, c'est basé sur du 400, et ça a été implémenté dans un certain nombre déjà, dans un grand nombre de data centers et chez un certain nombre de clients. Si on regarde en France, par exemple, c'est ce qu'a implémenté Scaleway avec Nabucodonosor, son système qui a été installé l'année dernière. C'est un SuperPod DGX H100 avec les switch Quantum, avec tout ce qui se faisait, ce qui se fait de mieux jusqu'à présent. D'accord. Alors, ce qu'on oublie aussi de préciser, parce qu'on n'est pas du tout dans ce type de clientèle, c'est votre gamme en DGX. Comment aujourd'hui cette gamme se positionne dans votre offre, et comment elle va évoluer avec la nouvelle archi qui arrive? Alors, DGX, pour nous, c'est vraiment la manière de mener le marché dans le sens technologiquement. C'est-à-dire que on prend, en fait, il faut revenir à la genèse de DGX. Pourquoi on a créé DGX? C'est parce qu'à un moment donné, en 2016 notamment, on a senti le besoin de densifier les serveurs, et notamment l'ajout d'NVLink. Et à cette époque-là, on n'avait pas forcément de partenaires capables de faire ça, de constructeurs. Donc, on s'est lancé dans la construction de ce type de serveur. Et après, on le voit, ça a été implémenté chez tous les grands constructeurs, HPE, Lenovo, Dell, etc. Eviden en France. Donc tous ces grands constructeurs ont adopté ces technologies. Mais pour nous, c'est un moyen d'amener le marché à voir ce qui était possible. Et notamment, on le retrouve dans tous les usages d'IA. Maintenant, les dernières générations, donc là, on va lancer également conjointement avec le B200, le DGX B200 et le DGX GB200 NVL72, qui vont être nos implémentations de ces plateformes, avec toute la couche logicielle NVIDIA qui va bien sûr. D'accord. Alors, l'autre partie, c'est la plateforme NIM, NIM. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette plateforme? En fait, donc aujourd'hui, on est arrivé à un état où en 2022, il y a eu ChatGPT. Ça a été un peu l'étincelle pour tout ce qui est grand modèle de langage, et ça a permis à tout le monde de se rendre compte de ce qui était faisable. Et quand je dis tout le monde, c'est ChatGPT, c'est en 2 mois 100 millions d'utilisateurs. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. L'année dernière, on a vu un très grand nombre de startups et de sociétés développer des modèles, les mettre à disposition, open source, closed source, chacun fait son choix. Et là, on sent que cette année, ça va vraiment être l'année de la mise en production pour les sociétés, pour les entreprises de ces modèles qu'ils auront customisés pour leurs usages. Et donc, ça va être vraiment la mise en production. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on va amener, c'est les NIMs, les NVIDIA NIMs. Donc, c'est en fait un packaging de ces modèles par NVIDIA,
est prêt à l'emploi sous forme d'API. On va se rapprocher des API standards du marché. Si par exemple on utilise les modèles d'OpenAI, donc on va utiliser l'API d'OpenAI pour faciliter l'intégration de ces modèles. Mais s'il y a d'autres API sur le grand marché qui s'imposent, on va aussi essayer de se rendre compatible avec ces API, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de packager et de mettre à disposition en très peu de temps les modèles. Un exemple, la semaine dernière, il y a eu Llama 3 qui a été publié, et quelques heures après, on a pu publier notre NIM également pour Llama 3. Donc le rendre directement accessible via NIM. Et l'idée, c'est qu'en utilisant les NIM, en quelques minutes, on puisse démarrer son microservice, là où ça pourrait des fois prendre un peu plus de temps, d'heures, pour mettre ça en place, voire jours dans certains cas. Alors l'autre annonce qui a été faite, alors ça va concerner plus la robotique, donc avec un nouveau système embarqué, hein, donc c'est le Jensen Thor, avec un nouveau processeur embarqué, le Thor en fait, hein. Alors, à quel type de marché ou de device ça va s'adresser? Et est-ce que pour NVIDIA, c'est la création d'un nouveau marché vraiment, dédié autour de la robotique? Alors, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on s'attache à travailler dans le monde de l'embarqué avec la gamme Jetson, en fait. Donc, Ouais, c'est ouais, tout à fait. différents processeurs pour l'embarqué. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. On a fait pas mal de choses autour de la computer vision dans ce domaine-là. Mais donc, tous ces processeurs sont aussi de plus en plus embarqués dans des robots, donc dans des bras robotisés, mais pas que. On commence à le retrouver dans des petits robots, même un peu humanoïdes dans certains cas. Donc, en fait, à GTC, on a lancé un projet. Donc, pour l'instant, c'est un projet de recherche avec un certain nombre de partenaires. C'est un projet de recherche qui s'appelle GROOT, pour GR00T. Et l'idée, c'est qu'on va travailler sur des modèles de fondation pour la robotique humanoïde, et développer ça avec nos partenaires de recherche pour l'instant. Mais tout ça, ça va s'intégrer aussi dans la plateforme que nous on appelle Isaac, avec notamment Isaac Sim qui permet de simuler des environnements, tester, valider des robots dans certains environnements virtuels, en éventuellement changeant des conditions. On va aussi avoir Isaac Manipulator qui permet de travailler sur la manière dont un robot va appréhender les objets. Donc par exemple, si un robot manipule de la nourriture, un fruit ou un œuf, bah, quand il va s'en saisir, il faut qu'il évite de le casser. Ou de le broyer si c'est un fruit, ça serait bien. Et pareil, on va avoir Isaac Navigator, ou Perceptor d'ailleurs, c'est pas Navigator, c'est Perceptor, qui va travailler sur la manière dont le robot va percevoir son environnement pour pouvoir naviguer dans cet environnement. D'accord. D'accord. Et plus spécifiquement pour les devs, quelles seraient pour toi les annonces qu'il fallait pas rater? En tout cas, les tools ou les SDK qui ont été annoncés et qui te semblent pour toi les plus importants? Alors, je pense que ça revient à l'annonce qu'on parlait juste avant, hein, les NIMS, ça va être quelque Ouais. chose de clé, véritablement. Donc ça, en plus, on va apporter du support entreprise là-dessus. Donc pour tous ceux qui sont dans le monde de l'entreprise et surtout en production, c'est quelque chose qui est primordial parce que nous, on aime bien l'open source, on adore travailler avec l'open source, mais quand on est une entreprise et qu'on se base sur l'open source pour le support, ça peut avoir des fois on va dire des temps de latence sur la prise en compte de certains bugs. Donc c'est important d'avoir un support entreprise à certains moments. Donc pour ça, on a le NVIDIA Enterprise qui amène les NIM. Également, en fait, comme toujours, NVIDIA, on a notre plateforme qu'on appelle NVIDIA GPU Cloud. C'est notre hub, en fait, où on met à disposition nos différents logiciels, nos différents SDK, et tout un ensemble de modèles pré-entraînés, pré-packagés, avec même les M-charts pour le déploiement. Voilà, c'est vraiment notre hub à nous, et tout est disponible dessus, en grande majorité avec accès gratuit, et à partir du moment où on veut du support, il faut plutôt passer par NVIDIA Enterprise, mais je dirais que le NGC, ça va être la place centrale pour trouver tous les logiciels nécessaires aux data scientists, en allant du framework type PyTorch, TensorFlow,
aux différents modèles pré-entraînés qu'on va mettre à disposition. Ça va être les lamas, etc. D'accord. Alors, on peut aussi rappeler que si vous êtes dev et que vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est proposé par NVIDIA, je vous invite à aller consulter le site développeur, donc en anglais, .nvidia.com, hein. Là, vous retrouverez l'ensemble des nouvelles releases, que ce soit du CUDA, le HPC, etc. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses. Et je rappelle aussi que les principales sessions sont disponibles aussi directement sur le site officiel. Voilà, donc ça permet un petit peu de rejoindre un petit peu tout ça. Jean-Charles, merci à toi, merci de ton temps. Donc là, on a vraiment effleuré un petit peu l'ensemble des nouveautés parce qu'il y en a eu quand même énormément. Mais c'est toujours intéressant de débriefer un petit peu tout ça. Et pour la petite anecdote, hein, si vous êtes féru de quantique, hein, je rappelle aussi un nouveau service NVIDIA Quantum Cloud, et notamment avec le CUDA-Q, en fait, qui fait son apparition. Donc, si vous voulez en savoir plus, et si vous êtes bercé dans le quantique, hein, n'hésitez pas à aller voir, parce que c'est une nouvelle section qui devrait s'enrichir dans les mois à venir. Merci à toi. Donc, n'oubliez pas de revisionner l'ensemble de nos vidéos et de nos podcasts, que ce soit sur notre chaîne officielle et sur tous les canaux de diffusion du podcast. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci.